année 2025! Cette année, le journal débridé change totalement de concept. Fini les canaux, les temples bouddhistes, on change de décor. Et pour cette première émission, nous nous sommes déplacés en exclusivité à Londres. Mais non, je plaisante. Il s'agit de Thames Town, une ville nouvelle à Songjiang, en banlieue shanghaïenne, qui imite le style londonien. C'est plutôt bluffant, non? Achevée en 2006, cette petite ville comprend quelques milliers d'habitants, mais attire surtout des touristes. Elle est aussi prisée par les couples qui viennent y prendre leurs photos de mariage. Et ce n'est pas tout. D'autres villes en Chine ont été construites depuis 2001 en imitant des styles européens, italiens, espagnols, néerlandais ou même canadiens. Et bien sûr, il y a la réplique de Paris à Tianducheng. Je ne vous ai jamais emmené là-bas. Et ce sera peut-être pour une prochaine fois. On passe tout de suite à l'actu. Cet hiver, un dragon de glace de 30 mètres de long est apparu dans le parc d'Anhu à Changchun, dans le Jilin, au nord-est de la Chine. On connaissait le festival de sculpture sur glace de Harbin. On ne connaissait pas les sculptures sur lac gelé. Maintenant, c'est fait à Changchun avec cette sculpture de 30 mètres représentant un dragon majestueux. Certains disent qu'il a été formé par une combinaison de vent froid et de température glaciale. Si c'est le cas, la nature est un artiste. Et puisqu'on parle du dragon, parlons signe astrologique chinois. 2024, c'était l'année du dragon. Mais le 29 janvier débutera l'année du serpent. C'est l'occasion de découvrir les décorations les plus extravagantes, comme ce serpent géant dans un mall de Nanjing. Cette installation titanesque est impressionnante. Avec un design aussi mignon, cela donne presque envie d'avoir le même chez soi. Relier 2 aéroports en 40 minutes, c'est désormais possible à Shanghai. C'est impressionnant parce qu'auparavant, en métro, il fallait 1h30 pour relier l'aéroport de Hongqiao à l'aéroport de Pudong. Il était donc grand temps que la ville se dote d'une ligne dédiée pour les voyageurs qui doivent faire la navette. Shanghai Metro Group a annoncé que la ligne de liaison de 2 aéroports était officiellement ouverte. Le trajet de 68,6 km relie les 2 aéroports en 40 minutes. Cette ligne spéciale comprend tout le confort, des allées espacées, de l'espace pour entreposer ses bagages, de quoi charger son téléphone. Ça donne envie d'essayer, même sans prendre l'avion. Qui l'eût cru? La Somme s'est vendue en Chine? 40 millions de vues pour la vidéo d'une star chinoise qui promeut le département. Attention au tourisme de masse. Jelly Ling, actrice et mannequin de 28 ans, en partenariat avec la région des Hauts-de-France, a fait un tabac avec son clip promouvant le patrimoine du département. Un clip bien léché et financé par l'actrice elle-même, qui en retour a été nommée ambassadrice de la région. Espérons que les retombées seront positives, car je le sais, il y a de belles choses à découvrir en dehors des grandes villes. Il était un temps où les robots n'avaient pas les capacités d'un humain. C'est fini, les robots ont désormais des capacités hors normes. Prenez par exemple Unitree B2W, un robot chien intelligent qui peut gravir tout type de sol, même les pentes rocailleuses. Comme un vrai chien, les cabrioles en plus, les croquettes en moins. Toujours plus haut, vous le savez, on peut tout faire avec les drones, y compris lutter contre les incendies. Des drones équipés de lances à incendie ou d'extincteurs permettraient d'atteindre des lieux difficiles d'accès en toute sécurité par les pompiers. Les pompiers restent au sol et décident de la meilleure manœuvre à suivre, réduisant les incidents. Par contre, pour les calendriers des pompiers, un drone en photo, je ne sais pas si c'est très vendeur. Fu Junsheng, artiste plasticien, collectionne des objets plastiques. Il récolte sa matière première directement sur les plages des îles Miaotao. Il crée des œuvres d'art, comme cette installation composée de près de 900 sandales usées, entassées devant des toiles de paysages marins. Et en plus, il enlève une partie des déchets qui polluent les fonds marins. En Chine, on appelle ça tuer 2 oiseaux avec une seule pierre. Bon, l'expression n'est pas très écolo. Pourquoi les gens font-ils la queue? Pour acheter un sac? Non, cet endroit possède un célèbre toit en miroir qui crée de super illusions photographiques. Regardez, situé juste à côté du magasin Louis Vuitton à Guomao, c'est un incontournable pour tous ceux qui recherchent des opportunités de photos uniques à Pékin. Mais, comme tout lieu unique, il faudra bien sûr attendre son tour. Feriez-vous la queue pour une photo? Allez, on passe à la rubrique suivante.
Ça y est, c'est fini l'année du dragon. Et nous entrons dans 蛇年, l'année du serpent. En Chine, on peut aussi dire que c'est 小龙年, littéralement année du petit dragon. C'est une manière poétique et affectueuse pour désigner l'année du serpent, car le serpent est parfois vu comme une version plus petite ou plus discrète du dragon, d'où cette appellation. Aujourd'hui, dans Sur le bout de la langue, je vous donne un petit cours de chinois autour du caractère 蛇. Voyons d'abord le caractère 蛇 qui est composé de deux parties. À gauche, 虫, à droite, 它. À l'origine, 虫 était un pictogramme représentant une créature rampante, souvent associée à un serpent ou à d'autres insectes et reptiles. Ce caractère a ensuite été généralisé pour représenter les vers ou les insectes. C'est également un radical utilisé dans de nombreux caractères liés aux petits animaux, en particulier les insectes. Trois exemples. 蚂蚁, fourmi. 蝴蝶, papillon. Oui, c'est du HSK niveau 6. Mais bon, c'est quand même des choses qu'on voit souvent dans la vie. C'est utile de les apprendre. Un autre animal qu'on n'aime pas voir souvent dans la vie. 蜈蚣, 1000 pattes. Ta, c'est facile. Ce caractère signifie il ou elle pour désigner des objets ou des animaux. C'est un mot de niveau HSK 1. C'est l'un des premiers pronoms que vous avez appris. Mais savez-vous que tra avait en effet à l'origine une signification associée au serpent dans certains contextes anciens, notamment dans les écritures classiques. Je vous assure que même vos profs de chinois ne le savent peut-être pas. Le serpent est un animal important dans la culture chinoise, symbolisant à la fois la sagesse et la ruse. Voici quelques expressions courantes avec 蛇, 画蛇添足, 画 dessiner 蛇, serpent, 添 ajouter, 足 pied, patte. Dessiner des pattes à un serpent, vous vous en souvenez? On a même étudié l'origine de cette expression dans une de nos émissions. Petit rappel, cette expression signifie faire quelque chose de superflu ou ajouter des détails inutiles. Elle vient d'une histoire ancienne où quelqu'un dessinait un serpent et pensant que l'ajout de pattes le rendrait plus complet, a en effet ruiné l'œuvre. 打草惊蛇, 打 frapper, 草 herbe, 惊 surprendre, effrayer, 蛇 serpent. Frapper l'herbe, effrayer le serpent? Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, il s'agit d'une action prématurée ou imprudente qui fait éclater une situation, alertant ainsi l'ennemi ou la personne cible de vos intentions. L'expression est souvent utilisée dans des contextes stratégiques, comme dans la guerre ou la politique, pour mettre en garde contre l'impudence de trop en dire ou de trop faire avant que le moment ne soit propice. C'est du lourd ça, non? Une dernière, 虎头蛇尾, 虎 tigre, 头 tête, 蛇 serpent, 尾 queue. Tête de tigre, queue de serpent, ça veut dire quoi? Je vous donne l'indice. La tête d'un tigre est grande, puissante et imposante, tandis que la queue d'un serpent est fine et insignifiante. Avez-vous saisi le sens? Voilà, 虎头蛇尾, c'est pour décrire quelque chose qui commence de manière impressionnante et prometteuse, mais qui finit de manière médiocre ou décevante. Cela reflète une situation où l'élan initial est fort, mais l'exécution ou la conclusion ne suit pas à la hauteur des attentes. Fini les expressions de haut niveau. Parlons l'année du serpent. Le serpent est souvent associé à la sagesse, la flexibilité et parfois un peu de mystère. Les personnes nées sous ce signe sont souvent perçues comme réfléchies et intuitives. Elles prennent leur temps pour analyser les situations et souvent sont très perspicaces. Si vous êtes de ce signe en 2025, vous devriez porter des habits rouges. Pourquoi? Je vous explique. Lorsqu'une personne traverse son Pengming, c'est-à-dire l'année de son propre signe, c'est considéré comme un événement spécial et souvent accompagné de croyances ou de superstitions. Les personnes portent souvent des choses rouges pour se protéger des mauvais esprits et de la malchance. Le rouge est une couleur très positive et porte bonheur dans la culture chinoise. Cette couleur est censée éloigner les mauvais esprits et la malchance. Durant votre Pengming, vous pouvez porter du rouge sous diverses formes, vêtements, ceintures, chaussettes, sous-vêtements, etc. Pour terminer, un exercice HSK niveau 2 et 3. QCM. 昨天我在花园里看见了一条. Hier, j'ai vu un espace dans le jardin. Réponse A, 蛇, serpent. Réponse B, 老虎, tigre. Réponse C, 马, cheval. La bonne réponse est 蛇, parce que le classificateur pour le serpent, c'est bien 条. Un serpent, c'est 一条蛇. Un tigre, 一只老虎. Un cheval, 一匹马.
Le classificateur pour vous, c'est comme la conjugaison pour moi, il faut apprendre par cœur. C'est comme ça. Allez, à la prochaine pour un nouvel épisode de Sur le bout de la langue. Salut Dorian, comment vas-tu? Salut Lisson, bienvenue au bureau d'Argo Shanghai. Bonjour, je suis Dongyan, je viens de Xi'an, je suis directrice générale de Argo Shanghai, qui est une filiale du groupe Media Participation spécialisée dans l'édition, dans la culture BD et de l'animation. Dorian, alors, peux-tu nous raconter d'abord ton histoire avec la langue française? Alors, je pense que c'est un peu un hasard. À l'université, j'avais envie de partir à l'étranger, de poursuivre mes études. L'opportunité m'est venue un jour et en fait, j'ai été sélectionnée pour un programme d'échange, mais un programme en anglais, Banter International, pour faire une année d'études à La Rochelle, à Soupe de Go. C'était une année en fait complètement révélatrice pour moi et j'avais ensuite en fait envie de continuer mes études en français. C'est pour ça en fait j'ai appris le français et je me suis intégrée dans un master management international à la Sorbonne ensuite. Et Dorian, est-ce que maintenant tu peux nous parler de ton parcours professionnel et de ce qui t'a amené à devenir directrice générale de Dargo en Chine? Sur ce point, je dirais, j'ai plutôt eu la chance, à la fin de mes études master, j'ai réalisé une étude de marché pour une entreprise spécialisée en management multiculturel. C'est comme ça, en fait, j'ai rencontré un des dirigeants de Media Participation qui faisait une formation, en fait, au sein de cette entreprise. Et ensuite, je me suis fait recruter dans le grand groupe. Donc, j'ai commencé mon parcours dans les différentes filiales du groupe, dans le studio d'animation et dans l'édition, dans l'équipe aussi qui manage les droits des œuvres et pour pouvoir enfin me former sur la création, la gestion des propriétés intellectuelles afin de rentrer en Chine pour reprendre la gestion de la filiale. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'histoire de la bande dessinée en Chine? Alors, la peinture est toujours très importante dans la culture chinoise. La Chine a créé sa propre bande dessinée qui s'appelle Lianhuanhua. Ici, vous voyez un exemplaire de Lianhuanhua. Donc, c'est les petits livres, en fait, avec des formats de poche et avec des dessins, en fait, sous l'encre chinois et avec des textes, en fait, séparés de dessins. Donc, Lianhuanhua a été créé dans la période, en fait, vers 1920-1930. Shanghai est le berceau. Donc, il y a d'abord les 4 grands romans classiques, ils ont été adaptés en fait sous forme de Lianhuanhua pendant la guerre sino-japonaise vers les années 40. Il y a notamment en fait la création de ce personnage qui s'appelle San Mao, donc le petit vagabond aujourd'hui qui est en fait un personnage emblématique de Lianhuanhua. Et après la guerre, donc après la fondation du pays, Lianhuanhua a connu une sorte de boom parce que à l'époque le gouvernement sert surtout Lianhuanhua en fait comme des manuels pour transmettre les connaissances. Et malheureusement, Lianhuanhua en fait s'est un peu arrêté avec la fermeture de pays, avec la révolution culturelle. Dans les années 1980, Lianhuanhua en fait n'a pas pu se rivaliser avec les mangas japonais qui sont arrivés en fait en Chine très vite après la réforme et l'ouverture du marché. Et aujourd'hui, je dirais les jeunes en fait lisent surtout en fait les mangas japonais ou les manhwa qui sont inspirés en fait de mangas japonais mais qui sont faits par les artistes chinois. Comment perçois-tu l'évolution du marché de la bande dessinée en Chine ces dernières années? Dans l'histoire, l'homme a toujours cherché à s'exprimer à travers des dessins. Après les années 1800, il commence à avoir les bandes dessinées qui ressemblent un peu à celles qu'on connaît aujourd'hui avec les bulles et les gaz. Mais la dame de la bande dessinée qui est devenue en fait en Europe, en France et au Belgique en fait relativement tardivement dans les années en fait 1940-1950. La bande dessinée est d'abord réservée aux enfants pendant très longtemps. C'est jusqu'au 1960 les gens ils commencent à se défendre en fait en disant bande dessinée c'est un média en fait plus polyvalent. C'est ainsi que aujourd'hui on considère surtout en France la bande dessinée comme le 9e art. Pourtant la bande dessinée est venue en Chine uniquement dans les années 2010 avec la parution du Chat du Rabbin et de Persepolis et qui rencontre un grand succès et c'est comme ça en fait les éditeurs chinois ils posent beaucoup d'intérêt sur la bande dessinée. Ce mouvement est bien sûr appuyé par l'ambassade de France
France qui organise une fête qui est dédiée à la bande dessinée qui s'appelle la Fête des Bulles depuis 2016. Et aujourd'hui, la bande dessinée est considérée en fait comme un genre le plus cédé en langue chinoise qui dépasse les romans littéraires, qui dépasse aussi les livres jeunesse. Alors, quel type de bande dessinée rencontre le plus de succès en Chine? Aujourd'hui, c'est surtout les romans graphiques francophones pour les adultes qui marchent en Chine. Par exemple, Le photographe de Emmanuel Guibert, la série Black Sad, Les Jolies Ténèbres. Parce qu'aujourd'hui, avec la présence de réseaux sociaux, les adultes, en fait, ils ont de moins en moins de patience et pour lire, en fait, un gros pavé de livres. Et la bande dessinée, le roman graphique, en fait, en tant un livre artistique qui est relativement facile à lire et en même temps, il y a un sens éducatif qui rencontre, en fait, un succès en Chine. Aujourd'hui, les parents deviennent plus ouverts aussi à la bande dessinée francophone. Par exemple, on a une série qui s'appelle Luan Sleep. Donc maintenant, les parents chinois les adorent et lisent ensemble. Et les bandes dessinées Luan Sleep ensemble avec les enfants et qui racontent en fait un peu des thèmes de peur, des thèmes de difficultés, qui racontent en fait le côté philosophique de la vie aux enfants. As-tu des collaborations avec des auteurs ou éditeurs chinois? Si oui, peux-tu nous en dire un peu plus? Bien sûr, un de nos objectifs d'ouvrir une filiale à Shanghai est de repérer des auteurs chinois et de bons titres chinois pour les représenter en Europe et à l'international. Donc l'histoire a d'abord commencé par la publication d'une trilogie qui s'appelle Une vie chinoise, qui est une co-création en fait entre un dessinateur chinois qui s'appelle Monsieur Li Kunwu et puis le scénariste Philippe Autier. Donc c'est une série qui parle un peu, qui évoque un peu de la évolution de la société chinoise de ces différentes époques. Nous avons également Le Rêve du Papillon, qui est une histoire inspirée par la philosophie de Zhuangzi, qui est en fait aussi co-créée par un scénariste français, Richard Zano, et puis une jeune dessinatrice qui est très douée, Loïne. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on est un peu le seul maison d'édition français qui a un bureau ici, parce que nous, justement, on essaie pas uniquement de vendre les droits auprès des éditeurs chinois, on essaie vraiment de co-créer des histoires avec les éditeurs chinois et afin d'emmener en fait les bons auteurs vers le marché français et international. Sur quel projet travailles-tu en ce moment? Quels sont les projets phares cette année? Media Participation, c'est un grand groupe multimédia et dans le groupe, en fait, on a aussi des applications de webtoon, donc de lecture de la bande dessinée en ligne. Et on a aussi, en fait, une plateforme qui s'appelle Adian, une plateforme d'animé en fait en streaming. Donc il se trouve qu'aujourd'hui en fait la Chine est un des grands acteurs de webtoon et de l'animation et de web novel. Donc nous on cherche aussi de rentrer en fait en relation avec ces grands acteurs comme Tencent, Bilibili, Youku, Kuaikan afin de présenter les meilleurs titres chinois à l'étranger avec nous. L'ambition ne s'arrête pas à l'édition en Chine. Bien sûr, on se positionne comme storyteller et les histoires créées par nos auteurs et par nos maisons d'édition peuvent être véhiculées dans tous les médias. C'est le cas de ce petit lapin d'homme, une série livre illustré créée par son autrice belge. C'est une série qu'on a vendue 20 millions d'exemplaires en Chine. C'est aussi le cas de ce personnage, je pense que vous connaissez, en fait, icône de la bande dessinée franco-belge. Et aujourd'hui, pour Marsupilami, nous avons lancé des pop-up à Shanghai, à Pékin et à Hangzhou. Et il y aura bientôt des vêtements de Marsupilami qui vont être lancés en Chine. Donc, on cherche bien sûr à créer des univers de marque avec nos partenaires locaux. As-tu un conseil à donner aux jeunes professionnels qui souhaitent entrer dans l'industrie de l'édition en Chine? Avant tout, en fait, je voudrais surtout vous partager un mot en chinois qui s'appelle zixia. Donc, la conformité par sa propre nature. Moi, je pratique beaucoup de yoga et je trouve que c'est un sport, en fait, très physique et en même temps très philosophique. Parce qu'en fait, dans yoga, on cherche pas à comparer avec les autres. On cherche, en fait, plutôt, en fait, à regarder soi-même à l'intérieur et se challenger, en fait. Aujourd'hui, en fait, dans un monde, surtout en Chine, qui tourne très vite avec les réseaux sociaux, les informations qui nous
nous sature en fait de façon quotidienne. Je pense que pour les jeunes, il est important parfois de se poser un peu, de regarder un peu en fait sa motivation et sa passion de façon en fait avec un peu de recul. Moi, je pense en fait cette philosophie marche surtout pour les jeunes en fait qui veulent rentrer dans le métier d'édition parce que c'est un métier qui demande beaucoup de patience et de solitude et de persévérance. Merci d'être venu, Lisong. N'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux chinois, sur Xiaohongshu, WeChat, au nom d'Ago Shanghai. Merci encore. Merci à toi, merci pour ton accueil. Eh bien, je te dis bonne année du serpent. Bonne année alors, à l'année prochaine. Voilà, ainsi s'achève notre émission à Thamestown, en banlieue shanghaïenne. Eh bien, je vous retrouve en mars pour une nouvelle émission du journal débridé. Allez, à très vite.